venus aujourd'hui, si nombreux. Donc, je suis Adèle Chasson, chargée de mission à HOP. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui se situe au croisement des intérêts du consommateur et de l'environnement. Dans le cadre du grand débat national, l'allongement de la durée de vie des produits est cité comme la première mesure à prendre pour changer de mode de consommation pour la transition écologique. Pour faire de cette transition une réalité, l'association HOP, qui milite donc pour des produits durables et réparables depuis 2015, souhaite travailler avec tous les acteurs, citoyens, pouvoirs publics, mais aussi entreprises. C'est pour ça qu'elle a lancé en 2018 le Club de la durabilité, réseau des entreprises volontaires pour allonger la durée de vie des produits. Le développement économique du secteur de la durabilité il repose sur une équation qui est complexe entre l'expression d'une demande et le développement d'une offre. On peut se demander si les entreprises ne se lancent-elles pas davantage par manque de visibilité sur le marché, ou alors si le public ne consomme pas plus durable par manque d'offres alternatives à sa disposition. L'année dernière, en 2018, nous avons travaillé sur le premier volet avec une analyse des enjeux stratégiques pour les entreprises, d'aller vers cette démarche de durabilité, ainsi que les modèles économiques compatibles avec la durabilité. Aujourd'hui, le club compte une vingtaine d'entreprises, comme l'a dit Laetitia, de tailles et d'activités variées à toutes les étapes du cycle de vie des produits, qui se réunissent pour échanger des bonnes pratiques et faire grandir l'expertise de la durabilité. Le but de notre travail, c'est de s'inspirer les uns des autres, malgré des divergences qui peuvent exister dans un esprit constructif. Sur cette base, on a réfléchi, lors de cette deuxième année, aux freins à la diffusion large de la consommation durable. Ce rapport inédit, donc, que je vous invite à récupérer si vous ne l'avez pas encore fait, tente de mieux cerner les freins des consommateurs et d'explorer les leviers des décideurs pour favoriser l'achat durable, la réparation ou encore l'économie de la fonctionnalité. Donc, tout d'abord, dans ce rapport, nous nous sommes interrogés sur le potentiel de la consommation durable. L'intérêt des consommateurs s'exprime à la fois de manière négative par la frustration croissante que suscite l'obsolescence accélérée des produits et par la remise en cause de la consommation à outrance dans certains secteurs, notamment celui de la mode. Pour plus de détails, je vous invite à lire le rapport. Et de manière positive par l'engouement pour de nouvelles pratiques de consommation, l'expansion de l'achat d'occasion, de l'autoréparation ou encore du reconditionné en témoigne. La durabilité a aussi fait son entrée dans le débat public, Brune Poisson l'a rappelé, devenant un enjeu politique avec la loi anti-gaspillage notamment, en France comme dans le monde. Mais malgré cette tendance de fond, force est de constater qu'on reste dans une société qui est marquée par le prêt à jeter. Le découplage entre croissance économique et extraction de ressources reste un idéal et la consommation de produits neufs ne faiblit pas. Aujourd'hui, 77% des Européens déclarent préférer réparer leurs produits en panne plutôt que de les remplacer. Seulement, c'est environ 44% des appareils seulement qui seraient réparés en France. Pourquoi un tel décalage entre théorie et pratique ? On a tenté d'identifier dans le rapport les 5 freins majeurs côté consommateur à la consommation durable. Et ce qu'on a vu, c'était que, par ordre d'importance, c'était l'accessibilité économique, l'aspect pratique, le manque d'information, l'attractivité du neuf et enfin le manque d'offres. Concernant l'aspect pratique, l'attractivité du neuf et le manque d'offres, on a proposé plusieurs pistes pour encourager un changement culturel en rendant la consommation attractive, par exemple en faisant appel au nudge, en sensibilisant le plus grand nombre et en encadrant la publicité. Ensuite, on s'est penché sur l'accessibilité prix des produits durables, qui est un frein important. Nous avons donc décomposé les sources de coûts de ces produits et tenté d'imaginer les moyens de les rationaliser au cours d'ateliers avec le Club de la durabilité. Ceci dit, il y a des études qui montrent que les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits plus durables. Mais encore faut-il être rassuré quant à la qualité de ces produits. Or, de manière générale, il s'avère difficile pour les consommateurs d'estimer la durée de vie potentielle d'un bien au moment de l'achat. Plusieurs propositions figurent donc dans le rapport pour pallier ce manque d'information et objectiver la durabilité grâce à des indices, des compteurs d'usage ou encore plus de communication sur la valeur économique des produits durables tout au long de la vie pour le pouvoir d'achat. Nous avons aussi analysé les défis du reconditionné. Enfin, nous avons soulevé le problème du coût comme frein à la réparation en analysant ses sources et les manières de le limiter. Là encore, entreprises comme pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour encadrer le coût de la réparation et rendre les pièces détachées plus disponibles, par exemple. En conclusion, le potentiel de transformation de notre modèle de production et de consommation n'est plus à démontrer. Et à l'aube de la loi anti-gaspillage, il s'agit aujourd'hui de changer d'échelle pour faire de cette transition une réalité pour le plus grand nombre et déployer ces solutions qui sont portées en partie par le Club de la durabilité. L'objectif de ce rapport, c'est de défricher des sujets importants qui méritent d'être approfondis. C'est pourquoi il formule 31 recommandations
concrètes issues de nos rencontres et ateliers d'intelligence collective avec les membres du club. Au-delà de l'expertise acquise, des échanges et des synergies au sein du club, c'est aussi un lieu d'engagement avec des objectifs à atteindre, et nous allons voir maintenant, avec quelques-uns des membres, quelles réalisations ils ont pu faire dans leur entreprise. Donc, tout d'abord, Régis, dites-nous pour vous que représente votre engagement dans le club depuis environ 1 an, et qu'avez-vous mené au sein du labo Fnac Darty pour la durabilité et la réparabilité. Merci Adèle, bonjour à tous. Donc, je suis Régis Cluny, je dirige la politique service pour le groupe Fnac Darty. Donc on va gagner un petit peu de temps. Je ne vais pas vous présenter Fnac et Darty, je pense que tout le monde connaît. Ce qui est peut-être un peu moins connu, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est qu'on est aussi la première entreprise de réparation en France aujourd'hui, parce qu'on a 2000 techniciens qui réparent les produits tous les jours. En 2018, on a réparé 1,5 million de produits au total, ce qui est à peu près, si pour avoir un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que ce qu'on a vendu comme lave-linge. Donc c'est quand même une activité qui est très importante pour nous. Et on fait ça depuis, je pense, 40 ans, parce que c'est vraiment la marque de fabrique, en particulier de Darty. Et autant vous dire qu'on n'a pas attendu que ce sujet émerge pour travailler tous les jours dessus. Alors, ce qui a changé et ce qui a aussi motivé notre adhésion au club, c'est que, il y a à peu près 2 ans, on a fusionné Fnac et Darty et on s'est demandé comment est-ce qu'on faisait pour imaginer et créer un futur qui n'est pas un futur de l'hyperconsommation ou poussé par des plateformes e-commerce qui poussent à outrance à la consommation et au remplacement des biens et l'obsolescence prématurée. Et donc on a mené à cette occasion-là un certain nombre d'initiatives et on a décidé de s'engager pour l'allongement de la durée de vie des produits, et on s'est dit que finalement, à part nous, qui sommes finalement à la charnière entre le consommateur et les fabricants, on est dans une position privilégiée pour pouvoir faire ça. Alors on a mené pas mal d'actions. La première, c'était un espèce de coup de semonce qui a permis de donner le là et d'expliquer à tout le monde cette stratégie, c'est baromètre du SAV, dont les chiffres sont maintenant repris et qui fait référence dans le milieu. On a donné pour la première fois des chiffres inédits sur la durée de vie du produit, les raisons d'épargne, etc. On a aussitôt immédiatement aussi réussi à réunir des associations, donc les Amis de la Terre, HOP, l'ADEME, pour créer en 4 mois seulement le premier indice de réparabilité sur les ordinateurs portables. À ce jour, on a testé 160 ordinateurs portables sur lesquels on a donné un indice de réparabilité. Et c'est cet indice-là, finalement, qui, je pense, a permis de gagner quelques mois dans le projet de loi et qui a servi de fondamentaux, enfin de fondation, et qui a été amélioré. Les discussions sont encore en cours, et qui deviendra le futur indice de réparabilité dont il parlait tout à l'heure. Toujours en 2018, on a racheté le réseau de réparation Bifix, qui est la réparation express de smartphones. On sait que les smartphones, il y a un vrai enjeu. Et donc depuis 12 mois, on a ouvert 30 points de réparation Bifix, ce qui a permis de doubler le nombre de smartphones qu'on répare, et d'embaucher, c'est un sujet d'emploi, d'économie, 125 personnes en plus liées à l'économie circulaire et à la réparation de smartphones. On a baissé nos prix de réparation hors garantie, donc après la garantie, de 20% environ, ce qui a permis, et on observe pour la première fois aussi, d'inverser la courbe, si je peux me permettre, de la réparation après la garantie, qui était en chute libre, moi, depuis que je travaille chez Darty, donc depuis 15 ans. Et puis, la dernière nouveauté que je voulais ramener, c'est que dès demain, sur l'ensemble des produits de gros électroménagers, on va mettre ces autocollants-là sur les produits qui sont à la fois les plus fiables et les plus réparables. C'est une sélection de 40 produits qui a été faite par le SAV de Darty sur la base des taux de panne, donc c'est les produits le plus fiables, et de la disponibilité des pièces pendant au moins 10 ans. Ça, c'est vraiment unique, vous retrouverez ça du coup dans nos magasins. C'est un vrai fléchage des produits finalement qui sont les plus durables. Alors, on a pas mal d'autres initiatives, la communauté du SAV, la vente de pièces détachées, etc. Je ne vous parle pas des discussions qu'on a avec les fournisseurs également. Donc voilà, vous avez compris, on est réellement engagé. On trouve que participer à ce club, c'est extrêmement intéressant, parce que comme le disait Laetitia tout à l'heure, il y a pas mal de débats, on a des propositions concrètes, et on est en général d'accord, on va dire, dans 99% des cas, et puis parfois on peut être diamétralement opposé finalement aux préconisations un peu historiques de l'Europe, et c'est ça qui est intéressant. Je parle par exemple de la garantie, l'allongement des durées de garantie, la garantie légale. Nous on pense que ça serait un désastre économique, écologique et social. Il y a pas mal de gens du club qui sont d'accord avec nous, il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord, et moi j'ai un petit regret personnel de n'avoir pas pu encore infléchir la position historique de Hop, mais
comment dire, je ne suis pas désespéré, et peut-être qu'un jour on arrivera à se mettre d'accord sur la réalité économique qui est derrière tout ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci, je suis très content d'être là, et j'espère que cette journée sera aussi fructueuse qu'on l'espère et qu'on pense tous. Merci. Merci Régis. Benoît, comment votre démarche pour la durabilité se reflète-t-elle d'abord au sein du club et ensuite au sein de votre entreprise Ma Garantie 5 ans? Bonjour, donc Benoît, je suis le cofondateur de Ma Garantie 5 ans. Donc déjà merci à Hop et à Laetitia Vinceur de nous inviter à faire une petite tribune pour expliquer nos actions pour allonger la durée de vie des produits. Aujourd'hui, nous on a constaté face à l'obsolescence accélérée des produits que les consommateurs, on les obligeait à consommer de plus en plus alors que les ressources naturelles s'amenuisaient sur notre planète. Et que deuxièmement, aujourd'hui, les consommateurs, quand ils doivent mener une réflexion sur un acte d'achat pour acheter un lave-linge ou un produit électroménager, ils font face à beaucoup d'informations sur le prix, la caractéristique, sur le discours marketing des marques. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'engager sur un produit durable, il n'y a pas d'informations. Les seules informations qu'ils ont à leur disposition, c'est la disponibilité des pièces détachées, mais ça ne les aide pas à dire savoir si le produit est durable. Ils ont la renommée de la marque, c'est une marque allemande, c'est bien, etc. Mais ce n'est pas un gage de durabilité. Et éventuellement l'étiquette énergétique. Du coup, face à ce constat-là, est né le site magarantie5ans.fr. Magarantie5ans.fr, c'est quoi? C'est le premier site qui va labelliser une offre électroménager globale et durable grâce à un indice de durabilité qu'on a lancé en septembre et qui va garantir 5 ans gratuitement. Alors je vois Régis, il a l'air très content, mais bon. Mais pour vous montrer que c'est possible. Et du coup, comment ça se matérialise? Tout simplement, en fait, depuis 2012, on se rend compte qu'on a beaucoup de data par rapport aux usages, par rapport au taux de panne, etc. Et on est dans une logique où les consommateurs veulent de la transparence et nous on a de la data. Et du coup on s'est dit, tiens, on va essayer de faire converger leur envie et nos données. Et du coup, à partir de ça, on a créé l'indice de durabilité. L'indice de durabilité, c'est un indice qui est créé sur une base 100, qui est fait sur 11 catégories d'électroménagers, qui sont les plus grandes familles, qui sont le lave-linge, le sèche-linge, le frigo, etc. Le premier critère numéro 1 sur l'indice de durabilité, pour nous, c'est le taux de panne. Donc en fait, le premier distributeur, in fine, qui va dévoiler en fait le taux de panne des marques par catégorie de façon indirecte dans l'indice de durabilité. Et donc ça, pour nous, c'est le critère numéro 1, c'est le taux de panne sur les 2 premières années. Ensuite, depuis janvier 2018, on demande à nos consommateurs, en fait, lorsqu'ils viennent acheter un produit chez nous, de savoir quel est le produit qu'ils ont renouvelé, quelle est la marque et depuis combien de temps ils le possèdent. Et du coup, ça nous donne de la data en termes d'années de possession du produit. Troisième chose, on fait confiance aux experts. Il y a une étude de UFC Que Choisir, ils appellent ça un indice de fiabilité qui est sorti en 2016. Et du coup, ils ont fait ça sur 35 000 personnes en Europe et ils ont regardé en fait par marque et par catégorie quelles étaient les marques les plus fiables. Et dernier critère, c'est la disponibilité des pièces détachées en année. Donc là, on vient de lancer cet indice-là en septembre. On va communiquer de façon intense d'ici la fin d'année par rapport à cet indice de durabilité. C'est un indice qui va évoluer parce qu'on va intégrer l'indice de réparabilité et surtout, on va pouvoir augmenter. Plus on aura de données, plus la donnée sera fiable et valable et du coup, on aura un indice qui va évoluer. Par rapport à ça aussi, nous, les produits qu'on sélectionne, c'est produits que des produits durables. C'est-à-dire que les produits qui vont être sur notre site, c'est des produits qui ont un indice minimum de 80. Et les produits qui seront en dessous, pour nous, c'est des produits qui ne sont pas durables. Et du coup, par rapport à ça, ça nous permet d'offrir une garantie 5 ans. Parce que comme on sélectionne que des produits fiables et durables, le taux de panne est beaucoup moins élevé, donc on est capable, on est certain que les produits vont durer plus longtemps et avoir un coût. Et du coup, c'est pour ça que l'équation économique est possible. C'est que quand vous choisissez des produits qui sont durables et que vous offrez et que vous expliquez aux consommateurs que c'est possible et qui va durer, l'équation économique est possible. Et voilà, dernièrement, on a lancé la charte de durabilité avec la garantie 5 ans, la reprise obligatoire, un SAV basé en France avec 1000 réparateurs avec la SCG et l'indice durabilité. Et pour revenir par rapport au club, nous, la
durabilité, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Donc du coup, ça n'a juste fait que confirmer qu'on était au bon endroit avec les bonnes personnes et qu'aujourd'hui, on est capable et qu'on a envie de construire un monde plus durable. Merci Benoît. Olivier, en quoi est-il intéressant pour une entreprise comme SOS Accessoires de promouvoir l'allongement de la durée de vie des produits, notamment au sein du club? C'est majeur. En fait, moi, donc, je suis fondateur de SOS Accessoires. Donc, nous sommes un acteur en ligne de l'auto-réparation des appareils électroménagers. Ben, moi, je viens dans la chaîne de valeur juste après Benoît et ma garantie 5 ans. Et en fait, on est venu au club, et j'en remercie encore Adèle et Laetitia de nous y avoir accueillis, de manière très très pragmatique. Je vais vous livrer une petite anecdote sur l'importance de l'auto-réparation. Comme bien souvent, comme le dit l'adage, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Très classiquement, il y a quelques années, mon lave-vaisselle tombe en panne, après quelques jours de plonge. Que fais-je? Très classiquement, je fais appel à un réparateur qui intervient, j'assiste à l'intervention, ça se passe très bien, de mémoire intervention en 48 heures, une demi-heure pour réparer, ça n'a pas eu l'air trop compliqué. Changement d'une pompe de vidange, soit dit en passant, c'est la pièce la plus classique, la plus courante, sur un lave-linge, sur un lave-vaisselle. Bilan de l'opération, 130 €. Normal. 90 € de main-d'œuvre, 40 € de pièces. Rien d'exceptionnel, c'est la moyenne, c'est la norme. Sur la facture apparaît la référence de la pièce détachée. Cette pièce détachée, après vérification, je l'ai dans mon stock, vendu 24 €. Ce que moi, j'ai pas fait, ce que j'ai pas pu, voulu faire, économiser un billet de 100 €. Des centaines de milliers de Français, quelques petits millions le font. Mais le problème, c'est que c'est trop peu de millions. C'est qu'une très grande majorité ne le font pas. Parce que ceux qui le font, c'est les super bricoleurs. Mais il y a tous les autres. Moi, je suis moyennement bricoleur. Je pense que dans la salle, on est nombreux comme ça. Mais pour pas grand-chose, avec pas grand-chose, on peut franchir le pas de l'auto-réparation. Et donc, avec cet exemple, suite à des demandes de plus en plus exprimées par nos consommateurs, eh bien, on a créé tout un environnement, tout un contenu de diagnostic, de tutos, de vidéos, d'assistance en ligne, qui ont permis de réparer des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'appareils. Alors, pour répondre à ta question, à Adèle, en fait, c'est... et pour rebondir par rapport à ce que disait la ministre, nous, on est rentré par un côté très, très pragmatique. En fait, on est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, dans le bourgeois gentilhomme. Nous, on faisait de l'écologie sans le savoir, très clairement. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était devenu un acteur important dans le développement durable. Que grâce à nos contenus, grâce à nos services, grâce à nos salariés, nous sommes plus d'une trentaine de salariés, eh bien, nous permettons à notre société de durer. Et voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité rentrer dans le club, évidemment pour échanger, un tracteur un peu concret, un peu pragmatique, pour influer aussi, de manière là aussi illustrée, sur nos décideurs, pour qu'ils prennent les vraies, les bonnes décisions, parce que l'avenir de notre société est clairement en jeu. On ne peut pas continuer comme ça. Merci. Adrien, au regard de votre modèle d'économie de fonctionnalité, que signifie pour vous la durabilité et la réparabilité? Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors effectivement, pour nous, la durabilité, c'est vraiment au cœur de notre modèle et c'était complètement logique qu'on intègre le club. Pourquoi? Parce qu'on part du constat que toutes les externalités négatives auxquelles aujourd'hui est confrontée l'électronique, de la surexploitation des ressources
à la surexploitation des hommes à la piètre gestion des L3E qui, au niveau mondial, sont retraités à seulement hauteur de 1%. Toutes ces externalités-là, elles sont liées au modèle de vente. Le modèle de vente qui tend au mécanisme directement d'obsolescence programmée, logicielle, marketing. Le modèle de vente qui est responsable du transfert de propriété qui permet donc aux constructeurs de se décharger de la responsabilité du produit en fin de vie sur le consommateur et moyennant un petit paiement à l'écotaxe, hop, on se dédouane de ça et c'est donc à l'individu de bien gérer la fin de vie du produit et de ne pas laisser traîner le produit dans son tiroir ou au pire dans une décharge. Donc, partant de ce principe, on a décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif parce qu'on croit aussi dur comme fer que la coopération est vraiment essentielle aujourd'hui alors que notre société est dominée par la compétition et cet esprit coopératif est aussi de nos motivations pour intégrer le club. Donc on a monté cette coopérative autour de deux principes. Le premier, de produits éco-conçus qui favorisent la réparabilité, qui intègrent éventuellement des notions de soutenabilité et des enjeux sociaux. Donc l'exemple le plus connu, c'est le Fairphone, qui est un smartphone réparable sur lequel on va être capable de changer les éléments très facilement. Donc on se base d'une part sur des produits éco-conçus et d'autre part sur l'économie d'usage, où on va donc proposer ces produits dans le cadre d'un service, avec accompagnement à l'usage, les prises en charge des casses, des pannes, des réparations. Dans le cas des smartphones, on a également proposé des fois des accompagnements pour se passer des GAFAM, en l'occurrence Google. Donc ça c'est pour les smartphones. On a également aussi des ordinateurs sur lesquels on essaye de promouvoir Linux quand les entreprises ou les particuliers sont enclins à se passer de Microsoft. On travaille avec un autre acteur du club qui est Y Open Computing, mais aussi PCVR à Toulouse et puis N-Carré à Lyon. Et donc l'idée c'est d'accompagner d'une part les producteurs pour les faire passer d'un modèle de vente à un modèle d'économie de la fonctionnalité, et les consommateurs pour les faire passer d'un modèle de possession à un modèle d'usage, moyennant donc des mensualités. Et on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc on s'est créé en janvier 2018, on a aujourd'hui 600 appareils en circulation, et on va très prochainement donc lancer de nouveaux produits. L'idée, c'est qu'on va faire face à plusieurs enjeux par rapport à la durabilité. Le premier, c'est qu'actuellement, on a un grand nombre d'appareils en circulation des Fairphone 2 et le Fairphone 3 est sorti, on va arriver à un renouvellement de flotte. Et là, la question, c'est est-ce que nos usagers vont conserver les appareils? Donc là, on a des mesures incitatives avec des réductions des mensualités de minimum 40%, mais en fonction du taux de renouvellement, si plus d'usagers de notre coopérative conservent des appareils, eh bien, on sera en mesure de baisser d'autant plus les mensualités. Après, on a un petit truc qu'on a lancé aussi, c'est un bon de consommation différée. Quelqu'un qui passe sur notre site web, il n'a pas forcément besoin d'un appareil électronique tout de suite. Donc ce qu'on lui propose, c'est que s'il veut soutenir l'initiative, il prend un bon d'achat, et quand il en aura besoin, il repassera chez nous pour souscrire un abonnement. Et donc ce bon d'achat lui donne une petite avantage plus tard. On est aussi très proactif sur l'aspect plaidoyer. Et on s'est très vite emparé des travaux autour de l'indice de réparabilité et on pense qu'il faut d'une part proposer des solutions et d'autre part s'opposer à des pratiques catastrophiques. Et je rejoins Régis sur les plateformes telles qu'Amazon qui aujourd'hui tend à vouloir proposer un modèle hégémonique, tuer la concurrence sans aucune considération environnementale et sociale. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci. Enfin, pour finir, Armelle, quelles sont les réalisations et les pistes de Michelin pour améliorer la durabilité et pourquoi faire partie du club? Merci Adèle, bonjour à tous. Donc Michelin était l'une des premières entreprises à rejoindre le club de la durabilité. Ce que nous apporte ce club, c'est déjà la satisfaction de voir que nous sommes nombreux à porter un modèle économique basé sur la valeur et pas sur le volume. Vous savez que Michelin, depuis plus de 100 ans, se bat sur un engagement de performance dans la durée, les performances de nos produits dans la durée. L'une de ces illustrations, c'est les travaux que nous menons avec les parties prenantes européennes en ce moment
pour la mise en place d'un test de nos pneus à l'état usé, des pneus à l'état usé, pour permettre aux automobilistes de rouler en toute sécurité et d'utiliser leurs pneus jusqu'au bout. L'autre illustration très forte de cet engagement de la durabilité, c'est le rechappage. Vous savez, c'est ce procédé qui permet d'enlever la bande de roulement du pneumatique lorsqu'elle est usée et de garder la carcasse. Ça permet de multiplier la vie du pneumatique par 2, voire par 3. Donc tous ces engagements sont la preuve et l'évidence qu'il fallait rejoindre le club de la durabilité. Dans ce club, ce qui est intéressant, c'est la richesse des échanges. J'ai vu que nous sommes des entreprises très différentes, avec des tailles très différentes. Les échanges avec Spareka, avec Murphy, avec, je ne vais pas tous les citer, mais sont très riches. Hop est exigeant, bien sûr, a raison de l'être, n'est pas complaisant avec nous, et en même temps sait tenir compte de la complexité de chacune de nos entreprises. C'est donc très riche. Je voulais terminer sur ce livre blanc, qui est aussi une concrétisation des travaux faits avec Hop et avec d'autres membres de la société civile, mais aussi des entreprises et puis les pouvoirs publics. Ce livre blanc est consacré à une question qui est comment la mobilité peut-elle répondre aux besoins de milliards d'habitants sans piller les ressources de la planète. Et donc ce livre blanc a déjà fait un constat qui dit la mobilité finalement est plutôt un bon élève en termes de réparabilité, de reconditionnement, avec un marché de l'occasion qui est plutôt en bonne place par rapport à d'autres secteurs. Maintenant, c'est plutôt les nouveaux usages qui posent question. Alors, les nouveaux usages, ça va être évidemment l'électromobilité avec la question de la fin de vie des batteries. C'est également l'obsolescence réglementaire qui fait qu'un certain nombre de gouvernements, à juste titre, incitent les citoyens à changer de véhicule pour aller vers des véhicules plus propres. Et puis, l'autre nouvel usage, c'est la connectivité, qui fait qu'on peut prendre le risque aussi à avoir des véhicules de plus en plus complexes à réparer et une certaine, finalement, accélération de l'obsolescence. Toutes ces questions ont été traitées dans ce livre blanc, dans ce premier volet, et nous travaillons à un deuxième livre blanc qui va proposer des recommandations, proposer des solutions au pouvoir public, notamment solutions qui tourneront autour de l'analyse du cycle de vie, qui est absolument clé lors de la conception d'un produit, puisqu'il faut absolument prendre en compte à la fois la production, l'usage et la fin de vie. Et ce travail est réalisé évidemment avec le soutien de Hop et est très précieux. Merci à tous.